Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Diletteur dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui prétend expliquer une explosion des cas et des morts dans les 2 mois qui suivent la vaccination. Commençons par aller voir la source de leur affirmation. Le site s'appelle nouveaumonde.ca. Ça n'inspire pas beaucoup confiance, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un média de confiance. Regardons donc dans la section à propos du site. Il commence par le blog Nouveau Monde, ce qui indique que ce site n'est pas un média, c'est simplement un blog. S'informer sur un blog, c'est comme s'informer chez ma voisine, ça peut être n'importe qui n'a aucune compétence, ni aucune information. Ça montre le sérieux des complotistes pour s'informer, réduit à trouver des éléments qui sont en accord avec leur idéologie sur de simples blogs qui n'ont aucune valeur informative. C'est d'ailleurs indiqué ici même, le blog a pour objectif de proposer des réflexions, des idées et des points de vue. Tout sauf de l'information. Il est d'ailleurs précisé que sur ce blog, les points de vue sont variés et ne sont pas nécessairement partagés par les auteurs, les rédacteurs et les contributeurs du site. Ce qui n'est vraiment pas bon signe et qui indique que peut-être parmi les rédacteurs, certains ne souhaitent pas être associés au complotisme, qu'ils font ça pour gagner de l'argent, pas parce qu'ils sont en accord avec ce qu'ils rédigent. Bref, retournons à l'article, source de la publication. On nous présente des courbes identifiées comme des faits avérés tirés des courbes de l'OMS. On remarque que les courbes de l'OMS sont jugées comme des faits avérés, ce qui est pour eux le cas uniquement quand ça les arrange, et ils ne se gênent pas pour traiter l'OMS de collabo quand ça ne va pas dans leur sens. Commençons justement à vérifier ces informations et voir si les faits avérés vont vraiment dans leur sens, celui qu'ils essayent de donner dans cet article. Il commence à parler de l'Israël et indique une forte augmentation des cas et des décès suite à la vaccination. Nous allons faire cette première vérification avec un outil très simple d'utilisation et plutôt performant qui est le Covid Tracker de Google. Vous ouvrez votre navigateur, vous tapez Covid Tracker dans Google, puis le pays dont vous souhaitez avoir les données. Vous voyez apparaître directement dans le moteur de recherche le nombre de cas du Covid en sélectionnant la période de votre choix. Nous allons d'ailleurs regarder sur toute la période pour avoir une vue d'ensemble. Et plus bas, on a la courbe des vaccinations pour savoir quand les vaccinations ont commencé et en quelle quantité pour voir concrètement s'il y a un lien entre vaccination et nombre de cas ou décès du Covid. Pour l'Israël, on voit que la vaccination a commencé en janvier, puis les 3e doses début août. Si on regarde les contaminations, on remarque que la courbe était déjà très haute au début de la vaccination et a atteint son maximum le 15e jour de janvier lorsqu'on était qu'au tout début de la vaccination. Le nombre de vaccinés a augmenté pour commencer à être important en mars. On peut donc voir que plus il y avait de vaccinés, moins il y avait de cas, ce qui contredit totalement ce que dit l'article. Ensuite, une reprise a eu lieu en août lorsqu'est arrivé le variant Delta, qui a nécessité le lancement de la 3e dose pour protéger le plus possible la population contre ce variant. L'outil Covid Tracker permet de voir aussi l'évolution des décès en choisissant la courbe décès à la place de nouveaux cas. On remarque que le nombre de morts du Covid augmente jusque fin janvier, soit 1 mois après le début de la vaccination. Mais le nombre de vaccinés était encore faible à ce moment-là, et le vaccin n'explique donc pas du tout cette augmentation pendant le mois suivant la première injection. D'autant plus que le nombre de vaccinés a continué d'augmenter les 2 mois suivants. Donc s'il y avait un lien avec l'augmentation des décès, ça aurait continué d'augmenter en février plutôt que de baisser. Par contre, un lien possible tout à fait envisageable est que le nombre de vaccinations était trop faible pour réduire l'épidémie en janvier, mais que le nombre de vaccinés ayant augmenté jusqu'en mars a permis de ne pas voir réapparaître de contamination, en tout cas jusqu'à l'arrivée du variant Delta. En Israël, ils étaient donc vaccinés en grand nombre en mars. Ils ont donc retrouvé leur liberté, la fin des confinements, et n'ont pas eu de reprise de l'épidémie, et n'en auraient probablement jamais eu sans l'arrivée d'un variant plus contagieux et dangereux. On constate que le nombre de morts reprend en août, mais de façon moins élevée qu'en janvier grâce à la vaccination, puis l'arrivée de la 3e dose a permis de faire retomber le nombre de cas jusqu'à aujourd'hui. On peut donc conclure pour l'Israël que si on ne prend pas la petite partie de données qui donne raison aux complotistes, mais qu'on prend l'ensemble des données qui, ce coup-ci, leur donnent tort, que la vaccination a permis de réduire, voire de stopper le nombre de morts avant l'arrivée du variant Delta, d'avoir moins de morts après l'arrivée du variant Delta, et que la 3e dose semble avoir eu un effet efficace contre ce variant.
Si on retourne sur l'article, on voit qu'ils font ce type d'analyse avec 9 pays. Comme vous le voyez, il faut un certain temps pour vérifier pour l'un d'entre eux. Nous n'allons pas vérifier pour tous ces pays, mais faisons-en un deuxième pour ne pas invalider l'ensemble de l'article avec seulement la vérification d'une seule des informations. La deuxième courbe présentée est celle de l'Angleterre. On va donc retourner sur Google et simplement remplacer Israël par Angleterre. On remarque en prenant les données sur toute la période qu'on est dans un cas assez similaire de l'Israël. En regardant des données de vaccination, ils ont commencé à peu près en même temps, mais ils ont choisi de donner une première dose à un maximum de personnes avant de commencer à faire les deuxièmes doses en mars. En prenant la courbe de décès, on voit que le nombre de décès a commencé à chuter 15 jours après le début de la vaccination pour arriver proche de 0 en mars. Là encore, plus on a vacciné de monde, plus la courbe est descendue, avec une reprise un mois plus tôt qu'en Israël à cause du variant Delta. On peut d'ailleurs voir que l'Angleterre a commencé les troisièmes doses qu'en octobre et que peu d'Anglais ont encore les 3 doses, ce qui peut expliquer que le nombre de contaminés est encore assez élevé. En ajoutant aussi sans doute à ça que depuis cet été, ils vivent comme si le virus avait disparu, aucun confinement, aucune mesure sanitaire, pas de masque obligatoire, etc. Pour avoir été en Angleterre il y a quelques semaines, lorsque j'ai pris le train, j'ai constaté qu'on était des centaines de personnes entassées sur le quai et que j'étais le seul à porter un masque. Ce qu'on voit n'est jamais une représentation fiable du réel, car j'étais peut-être dans la mauvaise gare au mauvais moment, mais si ce que j'ai vécu ne fait pas exception, il n'est pas surprenant que le nombre de cas en Angleterre soit aussi élevé et ne descende pas, surtout avec une arrivée si tardive de la troisième dose. Bref, on remarque ici encore que de regarder l'ensemble des données de la courbe ne permet pas de faire une corrélation entre mort du Covid et vaccination. Et quand bien même cette corrélation existerait, il faudrait encore prouver qu'il y a une causalité. Et ça tombe bien, la fin de l'article essaye d'expliquer une causalité à ce phénomène. Regardons ça de plus près. Ils utilisent quelques arguments dont je n'ai pas les compétences médicales pour les vérifier, il y a de fortes chances que non plus, parlant d'anticorps facilitants et de la possibilité que la protéine spike du vaccin rendrait les gens malades. Mais ce qui est intéressant reste la note en fin d'article. Il est dit qu'en sciences pures telles que la physique, les chercheurs qui ne sont pas soumis à des lobbies, à des pressions de leur hiérarchie, à des idéologies ni à des conflits d'intérêts, tendent à considérer qu'une bonne théorie est non seulement cohérente et applicable aux situations connues dans son cadre d'étude, mais qu'elle doit aussi être prédictive et donc notamment capable de prévoir des situations inconnues et de les expliquer efficacement. Et donc si une théorie existante se révèle incapable d'expliquer si possible simplement une nouvelle situation, c'est qu'elle doit au minimum être révisée et subir de nouveau la démarche scientifique. Dans des cas flagrants d'incapacité descriptive ou prédictive, elle devrait même être carrément abandonnée. C'est plutôt vrai, et si on enlève tout le côté soumis à des lobbies, des pressions, des idéologies et des conflits d'intérêts, le reste est plutôt juste. La science permet une compréhension du monde permettant de faire des prédictions fiables. Pour prendre l'exemple de l'astronomie, Pluton a été découvert avant tout par une prédiction en analysant des perturbations orbitales sur Neptune, qui s'est révélée exacte ensuite par l'observation. Je vous recommande la vidéo d'AstronoGeek qui traite très bien ce sujet, qui s'appelle « Une 9e planète dans le système solaire, Hermès 15 ». Pour reprendre l'article, on se rend compte que leur analyse ne permet pas la prédiction de ce qui se passe sur le long terme. Et si la prédiction est fausse, c'est que l'analyse est très certainement fausse. Selon eux, l'explication est que les maladies ont été exposées à la même source d'intoxication, et celle-ci peut être éventuellement multifactorielle, ou que ça provient d'une situation de malnutrition endémique. Puis ils font une liste de ces sources d'intoxication. Dans cette liste, on trouve des éléments qui ne permettent aucune conclusion, car ce sont des éléments auxquels toutes les populations peuvent être soumises, comme les additifs alimentaires, les produits ménagers, les matières plastiques ou les médicaments, mais aussi des choses totalement incohérentes et hors de toute science, comme la peur, la haine, la colère, ou d'autres émotions négatives, ou même les ondes électromagnétiques. On constate donc que malgré la description de ce qu'est la science, qui est plutôt correcte, ils portent des conclusions qui n'ont rien de scientifique et aucune prédiction n'est possible. Voilà pourquoi la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation.
C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense des victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Déléteurs.